nous travaillons ensemble depuis un quart de siècle. Vous êtes écrivain et scientifique. Quels sont Oui, vos travaux et projets les plus importants? Sur quel oui. projet avez-vous travaillé avec Linz? Alors, le dernier livre, c'est un roman en langue algérienne. Et c'est le premier écrit en langue algérienne, en algérien. Parce que avant, on écrivait la littérature soit en anglais, en français, pardon, soit en arabe classique. Et le roman, mon dernier roman, qui s'intitule Fahla, c'est un roman qui est écrit en langue algérienne, en algérien. C'est le premier qui est écrit en langue algérienne. D'accord? Parce Oui, que, justement, je vais parler aujourd'hui des langues maternelles, l'importance des langues maternelles, parce que généralement, on réduit la langue maternelle uniquement à la langue d'État, c'est-à-dire la langue qui est dominante dans un pays. Or, nous savons très bien que dans un même pays, il peut y avoir plusieurs langues maternelles. D'ailleurs, ce qu'on appelle souvent les langues maternelles, les langues natives, les langues premières ou les langues de socialisation, ce sont des désignations qui réfèrent au même objet. Au même objet, ça veut dire que ce sont les langues qui sont les langues qui sont parlées à la prime enfance, c'est-à-dire les enfants à la naissance apprennent une ou même plusieurs langues. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler d'une langue maternelle, mais de plusieurs langues maternelles. Alors, généralement, le fait de dire que, par exemple, la langue maternelle dans tel pays, c'est l'anglais, ou la langue maternelle, c'est le français, ou la langue maternelle, c'est l'allemand, non, c'est pas vrai, parce que ce sont les langues d'État, ce sont les langues officielles. Mais il peut y avoir des langues natives, des langues maternelles qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas connues. Donc, là, pour le cas de l'Algérie, justement, c'est pour ça que j'ai écrit en algérien ce roman, parce qu'en Algérie, il y a deux langues officielles. Il y a la langue arabe classique et il y a le tamazight. Le tamazight, c'est une langue polynomique qui regroupe plusieurs parlers berbères. Le kabyle, le chaoui, le mzabi, le tergui, etc. Mais il y a d'autres langues maternelles qui ne sont pas connues. Qui ne sont pas connus. Donc, ce qui est problématique, c'est que quand la langue de l'apprentissage scolaire, la langue de l'école, ne se fait pas dans les langues maternelles ou de langues natives. C'est-à-dire qu'on impose une langue extérieure, comme c'est le cas pour l'arabe classique dans l'école algérienne. C'est-à-dire les enfants algériens qui sont scolarisés viennent avec d'autres langues maternelles, avec d'autres langues natives qui sont l'algérien, le kabyle, le chaoui, le mzabi, le tergui, mais qui ne sont pas les langues de l'école. La langue de l'école, c'est l'arabe classique, c'est l'arabe moderne, l'arabe littéraire. Donc, ils sont obligés d'apprendre une langue pour pouvoir apprendre les contenus scolaires, les contenus de savoir. Donc, c'est une langue, ça c'est problématique. C'est ce que j'appelle dans mes ouvrages, dans l'arabisation des sciences sociales, par exemple, ou dans l'Algérie, la langue française, etc., un double apprentissage simultané. C'est-à-dire, dans un même mouvement, il y a l'apprentissage de la langue à travers laquelle on va acquérir des contenus scolaires. C'est ce que j'appelle la contrainte d'un double apprentissage simultané. Alors, bien évidemment, cela est problématique parce que les langues maternelles ou les langues natives sont considérées comme des langues fautives, c'est-à-dire on ne les utilise pas, on dit non, ne parlez pas dans cette langue, parlez dans la langue institutionnelle, la langue d'État.
c'est-à-dire la langue ce que les linguistes appellent une surnorme, c'est-à-dire la norme qui est au-dessus de toutes les autres langues. Donc, c'est cette minorisation des langues natives et des langues maternelles qui impose ce que j'appelle le double apprentissage simultané, c'est-à-dire l'apprentissage de langue, mais en même temps l'apprentissage des contenus scolaires. Et ça, bien évidemment, ça pose problème parce que là, nous sommes face à une rivalité entre l'intelligence scolaire, l'intelligence linguistique scolaire et l'intelligence linguistique sociale, l'intelligence linguistique sociétale. Parce que l'enfant qui est scolarisé à l'âge de 6 ans, quand il arrive à l'école, il arrive avec sa langue maternelle, il arrive avec sa langue native. Euh, et on lui dit non, laissez votre langue native de côté et apprenez une nouvelle langue pour pouvoir apprendre les contenus scolaires. Et là, bon, bien sûr, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur ces questions. Et dans ce contexte-là, tout l'appareillage neurobiologique qui perçoit, il reçoit, pour le cas de l'enfant algérien, par exemple, une ou plusieurs langues natives mises de côté, comme l'algérien, le kabyle, etc., pose problème. Parce que il y a des mécanismes de défense linguistique qui font que l'enfant commence à mémoriser plus qu'à comprendre. C'est-à-dire, devant une situation où on impose une langue qui n'est pas la langue maternelle ou la langue native, c'est-à-dire on se met plus à mémoriser qu'à essayer de comprendre. Et c'est ce qu'on appelle le hifd, c'est-à-dire on apprend et on comprend après. Et bien évidemment, en d'autres termes, c'est-à-dire on mémorise sans discerner. C'est-à-dire, sans comprendre, d'abord on emmagasine ses contenus et ce n'est que plus tard, dans un second temps, qu'on essayera de les comprendre. Donc, comme je l'ai dit, ce double apprentissage simultané, qui est une contrainte, creuse l'écart de la distance entre l'intelligence linguistique sociale et l'intelligence linguistique scolaire. Et, et là, bon, nous sommes donc face à un processus qui pose problème pour l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et pour la consolidation de son appareil cognitif qui intériorise tel ou tel contenu de savoir. D'ailleurs, comme vous le savez, l'UNESCO, par exemple, conseille l'apprentissage scolaire à travers les langues maternelles. Il y a eu une étude qui a été faite et qui a montré que les enfants qui apprennent dans leur langue native, dans leur langue maternelle, réussissent mieux que les enfants qui apprennent dans une langue autre, dans une langue extérieure. Et là, donc, nous sommes devant un problème du développement du langage, non seulement du développement du langage, mais du développement de l'ensemble de l'appareil cognitif. Bon, ça nous rappelle les travaux d'Édouard Sapir sur le relativisme linguistique, selon lesquels les modes de pensée sont dépendants de certaines des caractéristiques du système langagier. Le système langagier joue un rôle extrêmement important dans la formation et la consolidation de l'appareil cognitif. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, les difficultés que fait surgir ce processus, bah, un processus d'acquisition qui se compose d'une série d'opérations qui ne sont pas totalement maîtrisées. Et donc là, l'extériorité de cette langue, qui est prescrite, impose des règles différentes de celles du processus d'acquisition, qui appartiennent d'abord comme des oppositions ou
des désaccords lexicaux, syntaxiques, sémantiques, etc. C'est pour cela, avant de terminer, que ce processus d'apprentissage contraint impose une triple opération que j'appelle une opération décryptatoire, une opération accommodatoire et une opération assimilatoire. Alors la première consiste dans un décodage, un déchiffrement, un effort de décryptage des contenus scolaires, des contenus de savoir avant de les assimiler. Et ensuite, on a une opération d'accommodation de ces contenus comme une mise à l'épreuve ou une mise en confrontation avec le cadre des contingences du réel linguistique et pédagogique environnant, c'est-à-dire de la famille, de la société, etc. Et enfin, il y a des efforts d'assimilation comme des actes séquentiels qui participent à ce savoir scolaire. Pour l'essentiel, ces contenus restent mal assimilés. Donc, dans ce processus, euh, euh, pour résumer, c'est-à-dire quand nous sommes devant une langue qui est imposée, le processus d'apprentissage est un processus décomposé, c'est-à-dire langue imposée, apprentissage décomposé, c'est-à-dire qui contraint un double apprentissage en même temps, c'est-à-dire l'apprentissage de langue et l'apprentissage de savoir, l'apprentissage linguistique et l'apprentissage de contenu scolaire. Et ça, c'est parce que tout simplement, bon, on n'apprend pas dans la langue native, on n'apprend pas dans la langue maternelle. Et j'ai fait tout ce tour pour dire que moi, je suis revenu donc à l'algérien et depuis quelque temps, même les spécialistes dans les sciences du langage considèrent, à l'instar de l'UNESCO, qu'il est important pour que les enfants soient scolarisés dans leur langue maternelle, dans leur langue native. Bien évidemment, ça dépend des sociétés. Il y a des pays, par exemple, qui ont reconnu plusieurs langues officielles. L'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a 12 langues officielles et ça ne pose strictement aucun problème. En fonction des régions, en fonction de la densité de la population, on enseigne dans telle ou telle langue. On peut citer un exemple qui est presque emblématique, l'exemple de Malte. Malte, ils sont à peine 450 000 personnes et ils ont imposé le maltais. On parle le maltais, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une langue qui n'est pas très éloignée du parler algérien, hein, parce qu'il y a beaucoup de proximité sémantique, linguistique, syntaxique entre le parler algérien, entre la langue algérienne et le maltais, comme d'ailleurs avec le marocain et le tunisien, hein, c'est-à-dire c'est une langue qui est très proche des parlers maghrébins. Et donc, il est très important maintenant d'accorder du crédit, d'accorder de l'importance aux travaux et aux recherches qui concernent les langues natives et les langues maternelles. D'ailleurs, on peut citer l'exemple de l'Atlas de l'UNESCO qui est sorti en 2010 et qui parle des langues en danger à travers le monde, les langues en péril dans le monde. Et là, l'UNESCO a cité une liste de plusieurs centaines de langues qui risquent de disparaître parce qu'ils ne sont pas prises, ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas pris en considération, ils ne sont pas préservés, etc. Alors, ce qui est intéressant à souligner, c'est que l'UNESCO n'utilise pas la notion de dialecte ou de langue mineure ou de langue non. C'est-à-dire, on considère tous les idiomes comme étant des langues à part entière. Et il y a des exemples qui sont cités dans cet atlas où nous avons des locuteurs, où nous avons des langues où il y a 5 ou 6 locuteurs.
Le Holicacho, par exemple, est parlé par 6 personnes. Le Kalaïm, c'est une langue qui est parlée à l'est de l'Ukraine, qui est parlée par 5 personnes. Le Gnéo, c'est une langue qui est parlée en Tanzanie par 10 personnes, etc., etc., etc. Donc, en fait, ce n'est pas le nombre de locuteurs qui fait l'importance d'une langue, mais c'est le fait que cette langue existe. Et il est important, ça, bon, c'est un travail qui commence à être fait par un certain nombre de linguistes, de sociolinguistes, de spécialistes des sciences du langage, qui commencent à prendre en considération donc toutes les langues qui sont en péril, hein, les langues qui risquent de disparaître parce que tout simplement on les prend pas en considération, on les valorise pas, etc., etc. Donc voilà à peu près, disons, mes préoccupations actuellement. Et bien évidemment, comme l'avait dit tout à l'heure Herbert, moi, bon, je suis d'abord sociologue et anthropologue des langues. J'ai une dizaine d'ouvrages sur ces questions-là. Mais depuis maintenant 2 ans, depuis 2021, avec la sortie de ce roman, et alors ce qui est important, c'est que ce roman, comme j'ai dit, qui est le premier en langue algérienne, et là aussi c'est une nouveauté, il est sorti en lettres latines, hein, et il est sorti en lettres arabes. C'est-à-dire, en fait, le même roman, il est écrit dans des caractères différents. Il est écrit en caractère latin et en caractère arabe. Et bien évidemment, bon, les choses commencent à bouger un peu dans ce sens parce que il y a des jeunes qui commencent aussi à écrire des nouvelles, des petits textes. Euh, il y a même, bon, même sur le plan de l'environnement, il y a des panneaux publicitaires qui se font maintenant en algérien. Donc ça, c'est une excellente chose. Les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens et c'est une manière de réhabiliter une langue qui a été pendant longtemps minorée, minorisée et exclue du champ scolaire et institutionnel.